Il décide de partir à sa recherche. En traversant la ville, il remarque des rues envahies de voitures abandonnées ainsi qu'une multitude de nouvelles publicités pour Chuck. Sur un banc, il aperçoit Sam en train de se reposer et lui demande s'il connaît l'identité de ce mystérieux Chuck, mais Sam n'en sait rien non plus. Il explique qu'il a posé la question autour de lui et que personne n'a pu lui donner de réponse. Comme ils vont dans la même direction, Marty et Sam décident de marcher ensemble, profitant de ce moment pour discuter et philosopher sur le sens de la vie, le temps que chaque être humain possède réellement et la façon dont il est utilisé. Mais bientôt, l'arthrite de Sam l'oblige à s'arrêter, il préfère rester sur un banc pour contempler le coucher du soleil tandis que Marty continue seul son chemin. Le soir venu, Marty atteint enfin le quartier de Felicia. Il croise Iris, une jeune femme qui reconnaît immédiatement le nom de Felicia et explique qu'elle a toujours été gentille avec les enfants du voisinage, leur offrant souvent des biscuits. Iris fait du patin pour profiter des derniers instants de liberté avant la fin. Soudain, toute l'électricité s'éteint, plongeant la zone dans l'obscurité. Marty conseille à Iris de rentrer chez elle pour sa sécurité, mais aussitôt, des publicités lumineuses de Chuck apparaissent à toutes les fenêtres des maisons, donnant au quartier l'apparence d'une ville fantôme. Inquiet, Marty se met à courir et finit par retrouver Felicia, les deux s'étreignent avec émotion. Lorsqu'il lui demande si elle comprend d'où viennent ces étranges publicités projetées jusque dans sa propre maison, Felicia avoue n'avoir aucune explication. Pendant ce temps, ailleurs, un homme de 39 ans, Chuck, est allongé sur un lit, visiblement malade et très affaibli. Relié à un moniteur cardiaque, son rythme correspond exactement à celui observé plus tôt à l'hôpital, comme si toutes ces machines dans le monde étaient synchronisées avec lui. À son chevet, son épouse Jenny et leur fils Brian l'accompagnent en larmes, conscients qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Marty et Felicia, eux, se réfugient dans le jardin pour observer le ciel. L'extinction totale de l'électricité dans le monde rend les étoiles d'une intensité éclatante. Main dans la main, ils identifient les constellations, mais leur émerveillement est brutalement interrompu lorsqu'une étoile disparaît, puis une autre, et bientôt la planète Mars elle-même. L'une après l'autre, les étoiles s'éteignent. Simultanément, Jenny et Brian font leurs adieux à Chuck, le remerciant pour 39 merveilleuses années avant qu'il ne rende son dernier souffle. Au moment où Marty tente de dire à Felicia qu'il l'aime, tout devient noir, le monde prend fin. 9 mois auparavant, l'histoire prend racine autrement. Taylor travaille dans un magasin de disques, mais sa véritable passion est la musique. Elle installe régulièrement sa batterie à un carrefour animé pour jouer devant la foule, espérant obtenir quelques pourboires. Parfois les passants lui laissent des pièces, mais cela reste rare. De son côté, Janice rentre chez elle de mauvaise humeur, son petit ami vient de rompre avec elle par texto. Elle est employée dans une librairie, mais se sent prisonnière d'une vie sans avenir, regrettant sa jeunesse où elle brillait comme danseuse talentueuse. Dans la même ville, Chuck assiste à une conférence bancaire. Comptable chevronné d'une grande institution, fidèle à Jenny depuis le lycée, fier de son fils Brian qui est un élève brillant, il n'en reste pas moins malheureux, prisonnier d'un métier monotone et entouré de collègues qu'il déteste. Ce jour-là, Taylor croise Chuck dans la rue. Voyant son air grave et sérieux, elle commence à jouer un rythme entraînant pour alléger l'ambiance. Contre toute attente, Chuck s'arrête, hésite un instant, puis se met à danser. Peu à peu, une foule s'assemble autour de lui, parmi laquelle se trouve Janice, en quête de réconfort. Attirée par l'énergie du moment, elle se joint à lui. Ensemble, ils dansent au milieu du cercle formé par les spectateurs, suivant le rythme effréné de Taylor. Mais soudain, Chuck ressent une douleur dans la tête. Il enlève ses lunettes, convaincu que c'est la cause de son malaise, et reprend la danse. La foule applaudit, encourage et finit par remplir le chapeau de Taylor de généreux pourboires. Après cette parenthèse inattendue, les trois vont boire un café. Taylor partage équitablement l'argent, tandis que Chuck, bien que visiblement fatigué, prétend aller bien. Elle lui demande pourquoi il a accepté de danser et Chuck répond qu'il ne le sait pas vraiment, mais ses pensées dérivent vers son ancien groupe de musique. Quand vient le moment de se séparer, Taylor les serre dans ses bras et les surnomme « Busker Forever ». Chuck et Janice poursuivent leur chemin ensemble, discutant de la rupture de Janice et de ses désillusions. Chuck tente de la rassurer, lui affirmant qu'elle finira par surmonter cette épreuve. Après leur séparation, Chuck aperçoit Iris en train de faire du patin et s'arrête devant l'endroit où Taylor avait joué, se demandant encore pourquoi il avait cédé à l'élan de danser. Des mois plus tard, lorsque sa maladie le rend trop faible pour marcher ou même mâcher, Chuck se souviendra de cette danse et conclura que c'est pour ce genre de moment que Dieu a créé le monde. Mais pour comprendre ses racines, il faut revenir bien plus loin. Enfant de 7 ans, Chuck vit avec ses grands-parents après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture. Sa mère, enceinte à ce moment-là, n'a pas survécu, laissant un vide immense. La maison est plongée dans le chagrin. Albie, le grand-père, noie sa douleur dans l'alcool et se réfugie dans son travail d'expert comptable, tandis que Sarah, la grand-mère, abandonne ses passions et commande souvent des plats à emporter au lieu de cuisiner. Avec le temps, vers ses 10 ans, l'atmosphère s'adoucit. Sarah retrouve le goût de cuisiner, remet de la musique et danse de nouveau, invitant souvent Chuck à se joindre à elle. C'est ainsi qu'il apprend ses premiers pas et développe ses talents de danseur. Ensemble, ils regardent de nombreux films, toujours fascinés par les scènes de danse. La maison des grands-parents devient un véritable foyer pour Chuck, mais elle recèle un mystère. La coupole sur le toit, interdite d'accès. Albie et Sarah affirment que le plancher est dangereux et qu'il n'y a rien d'intéressant là-haut. Chuck, intrigué, tente plusieurs fois d'ouvrir la porte, mais le cadenas l'en empêche. La veille de son 11e anniversaire, alors qu'il regarde un documentaire sur Carl Sagan et le calendrier cosmique avec son grand-père ivre, Chuck ose évoquer la coupole. Albie, troublé, lui confie qu'on peut y voir des choses qu'on ne souhaite pas toujours voir.
Il explique que la maison est très ancienne, rénovée à plusieurs reprises, mais que la coupole a toujours existé. Il avoue n'y être allé que quelques fois et prétend y avoir aperçu les fantômes de personnes avant leur mort. Cette révélation nourrit le mystère autour de Chuck, reliant son enfance marquée par le deuil à une vie entière placée sous le signe de l'inexplicable. Au milieu du cours, l'enseignant Marty remarque que ses élèves se laissent distraire par le passage d'un camion de pompiers et de plusieurs voitures de police à l'extérieur. Ils expliquent qu'un nouveau tremblement de terre a frappé la Californie et qu'une grande partie de la région s'est effondrée dans l'océan. Inquiet, Marty essaie de consulter les nouvelles, mais la connexion Internet ne fonctionne plus. Plus tard, il doit rencontrer les parents de ses élèves, mais l'ambiance est chaotique, l'absence de réseau plonge tout le monde dans la confusion et l'anxiété. Bien que Marty possède des copies papier des dossiers scolaires, cela ne suffit pas à calmer l'impression croissante que la fin approche. Quand il quitte l'école, il se retrouve coincé dans les embouteillages parce que les feux de circulation sont également hors service. Sur la route, il remarque un panneau au-dessus d'une banque affichant « Merci Chuck pour 39 merveilleuses années ». Les informations mondiales confirment bientôt la catastrophe. L'océan engloutit progressivement les villes côtières, des volcans entrent en éruption, des incendies ravagent des forêts entières, des tsunamis se déchaînent et en Chine, la population se soulève déjà point pendant ce temps, l'ex-femme de Marty, Felicia, infirmière à l'hôpital, subit une pression insoutenable. Depuis plusieurs semaines, de nombreux collègues mettent fin à leur jour, et assister à ces pertes successives affecte gravement sa santé mentale. Dans les toilettes, elle tente de reprendre son souffle, mais la radio diffuse encore un message remerciant Chuck pour 39 années passées, ce qui la trouble davantage. Quand une collègue lui demande si le mariage est plus facile que le divorce, Felicia répond que le mariage ne prend qu'une heure, tandis que le divorce dure des mois. Le soir venu, elle appelle Marty et lui confie qu'il occupe toutes ses pensées. Elle se demande si, face à l'apocalypse, certains couples divorcés choisissent de se remarier pour retrouver un semblant de familiarité. Elle cite l'exemple de collègues ayant quitté leur travail pour rejoindre leur famille. Marty admet qu'il lui reste de moins en moins d'élèves et partage une réflexion philosophique sur le calendrier cosmique et la place de l'humanité dans l'univers. Tous deux évoquent alors le mystérieux Chuck. Felicia a vu un panneau, Marty aussi, et il s'interroge sur qui peut bien financer de telles publicités à la fin du monde. Aucun d'eux ne connaît ce Chuck. Plus tard, Marty essaie de regarder la télévision, mais le signal s'éteint, comme Internet. Après quelques secondes de silence, le visage de Chuck apparaît, accompagné d'un message de remerciement pour 39 années. Avant que tout ne disparaisse de nouveau point le lendemain, Marty constate que son voisin n'utilise pas sa voiture. Celui-ci explique qu'un énorme gouffre s'est ouvert dans la route, coupant la ville en deux et engloutissant des voitures entières. Il a dû marcher plusieurs kilomètres pour rejoindre son travail. Le trafic étant saturé dans les autres rues, Marty comprend qu'il n'arrivera pas à l'école avant midi. Ils échangent alors sur les dernières nouvelles, il ne reste que 10% du territoire californien, le Midwest brûle, la Floride est inondée, et donc toutes les régions productrices de nourriture du pays sont perdues. L'Europe connaît une situation similaire, la famine ravage l'Asie où 1 million de personnes sont déjà mortes, la peste bubonique est réapparue et seules quelques abeilles subsistent, probablement en Amérique du Sud. Autour d'eux, de nombreux voisins rentrent chez eux. Leurs voitures et parfois même leur lieu de travail ont été avalés par le gouffre. Marty interroge une amie de Felicia qui travaillait à la banque au sujet du panneau sur Chuck, mais elle ignore elle aussi son origine. Dans les rues, les passants paraissent abattus, son voisin remarque que la population traverse les étapes du deuil. D'abord les protestations et les émeutes, puis une vague de suicides, et maintenant une résignation silencieuse à attendre la fin. Soudain, un avion trace dans le ciel l'inscription « Merci, Chuck ». En allant travailler, Felicia observe des murs entiers recouverts de graffitis dédiés à Chuck. À son arrivée à l'hôpital, elle découvre un bâtiment désert. Plus aucun employé, aucun patient, mais toutes les machines médicales fonctionnent encore, diffusant en parfaite synchronisation le même rythme cardiaque sur des lits vides, comme si elles étaient reliées à une seule et même personne invisible. Pendant ce temps, Marty, frustré par l'absence de signal télévisé, essaie de joindre Felicia par téléphone, mais il découvre que les lignes ne fonctionnent plus non plus. L'effondrement des infrastructures semble total, laissant place à une atmosphère irréelle où l'humanité s'accroche à de mystérieux messages pour Chuck, incompréhensibles, mais omniprésents, comme si la fin du monde elle-même était sponsorisée par une énigme. Ali dit que l'attente de la mort est toujours la partie la plus difficile. Lorsque Sarah rentre à la maison, il envoie Albie faire quelques courses pour que l'air frais le ramène à la réalité, puis elle avertit Chuck de ne pas croire aux histoires d'Albie, qui ne sont que des divagations d'ivrogne. Plus tard, Chuck interroge un voisin au sujet des morts mentionnées par Ali et de la manière dont celui-ci était impliqué dans leur vie. Il semble que les fantômes soient la manifestation de la culpabilité d'Albie pour ne pas avoir pu aider certains amis. À l'école, la matière préférée de Chuck est l'anglais, mais l'enseignante est si douce qu'elle n'est pas vraiment prise au sérieux et les enfants se comportent mal autour d'elle. Un après-midi, après le cours, Chuck lui demande des explications sur un poème qu'elle a lu, contenant la ligne « Je suis vaste. Je contiens des multitudes ». Elle lui explique qu'une personne est composée de tout ce qu'elle connaît, de tout ce qu'elle a vu et de toutes ses expériences, chacun possède un monde entier dans son esprit et choisit ce qu'il souhaite y placer. Chuck comprend que si quelqu'un meurt, ce monde disparaît, confirmant que le début de l'histoire est une métaphore du monde dans l'esprit de Chuck, qui prend fin à sa mort. En sortant, il aperçoit Marty dans une autre classe. Quelques mois plus tard, Sarah meurt soudainement en faisant les courses et après les funérailles, la maison retombe dans la tristesse, tandis qu'Albie sombre davantage dans l'alcoolisme. Chuck se rend à l'épicerie et interroge la caissière, qui explique que Sarah s'est simplement effondrée et qu'il n'y a pas de détails particuliers à raconter.
Une nuit, Ali s'endort sur son bureau et Chuck profite de ses clés pour enfin tenter d'ouvrir la coupole. Mais Ali le surprend et le repousse, il revient ensuite à la porte, voit quelque chose à l'intérieur et se fiche d'horreur, forcé de se ressaisir pour refermer la porte avant de remarquer Chuck en pleurs. Il le console, tout en refusant de révéler ce qu'il a vu, et s'excuse. Plus tard, à l'école, Chuck découvre qu'un club de danse existe et décide de le rejoindre en mémoire de Sarah. L'enseignante se réjouit de voir un garçon parmi ses élèves, car le club est généralement composé de filles et chaque jour, elle les initie à un nouveau style musical. Chuck est jumelé avec Kat, une fille plus âgée et la meilleure danseuse de la classe, il développe un béguin et tente de l'impressionner avec les mouvements que Sarah lui a appris, finissant par enseigner à tout le monde. Kat a déjà un petit ami, mais accepte de danser avec Chuck lors du bal d'automne de l'école. L'enseignante lui offre de nouvelles chaussures pour être plus à l'aise, et Chuck envisage même la danse comme une carrière. Cependant, Ali continue à le former aux mathématiques pour lui assurer un futur stable, expliquant que les mathématiques se trouvent partout dans l'univers, y compris dans la musique, et que ces fichiers comptables contiennent la vie entière des gens sous forme de chiffres, une forme d'art qui ne ment jamais point le soir du bal. Chuck refuse d'abord de danser avec Kat, prétextant une douleur à la jambe, mais sa maîtresse lui rappelle qu'il doit au moins être honnête avec elle. Il sort pour contempler les étoiles, se calmer, puis revient et demande finalement à Kat de danser. Leur prestation au centre de la piste est parfaite, acclamée par tous, et Kat l'embrasse sur la joue, provoquant la jalousie de son petit ami. 6 mois avant la mort de Chuck, il révèle à Ginny la vérité sur la cicatrice de sa main. Après la fête, il va sur le terrain de football et danse sous les étoiles, perdant toute notion de temps et de sécurité, ce qui lui fait se blesser accidentellement. Ginny ne comprend pas pourquoi il a menti et Chuck avoue qu'il ne le sait pas non plus. 5 ans plus tard, Ali meurt d'une crise cardiaque tandis qu'un adolescent Chuck joue et danse avec son groupe. Le thanatopracteur Sam lui révèle qu'Albi avait déjà payé ses funérailles, ce qui fait réfléchir Chuck sur ce qu'il avait vu dans la coupole. Héritant de la maison, il décide d'y rester avec ses grands-parents maternels jusqu'à son départ pour l'université, avant d'y revenir avec Ginny après leur mariage. Sam lui envoie ensuite une enveloppe contenant tous les effets personnels d'Albi, y compris les clés. Chuck entre enfin dans la pièce verrouillée et découvre un espace vide au sol parfait, avec pour seule vue la ville à travers la fenêtre. Déçu, il se retourne pour partir, mais a alors une vision de son ancien moi mourant dans son lit, confirmant qu'Albi avait été témoin des décès des voisins, de Sarah et de lui-même, expliquant pourquoi attendre la fin était si difficile. Une fois la vision disparue, Chuck décide de vivre pleinement sa vie, refusant de sombrer dans la dépression comme Albi. Il se remémore le poème que lui a enseigné son professeur, se rappelant qu'il contient en lui des multitudes et que chaque instant doit être vécu intensément, embrassant toutes les expériences et possibilités de son existence.